Bonjour et bienvenue pour ce live AgriDays. Les cultures en Finistère, tout commence dans le champ. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Que cultivons-nous sur les terres en Finistère? Comment la diversité des cultures et des pratiques évolue pour favoriser la conservation, la symbiose des sols et le stockage du carbone? Il est important de comprendre ces pratiques de bon sens pour préserver l'environnement et la biodiversité. C'est ce que nous allons faire avec nos invités. Bonjour Emmanuel Conan, la ferme de Pendréo à Plogastel-Saint-Germain, lait bio, culture bio et un atelier de glace, les glaces de Pendréo dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Jean-Jacques Daniel, Plabennec, lait et culture conventionnelle. C'est ça, bonjour. Bonjour, petite présentation de l'exploitation, Jean-Jacques. Alors donc oui, je suis agriculteur sur la commune de Plabennec où je produis du lait avec un salarié. Donc on a à peu près 70 vaches laitières et 70 hectares. C'est assez simple. 70 vaches, 70 hectares. On produit du lait et puis un petit peu de céréales. Et donc la particularité de l'exploitation, c'est qu'on travaille en traite robotisée depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, donc une exploitation, on va dire, typique du Finistère. Voilà, une exploitation de taille moyenne, une exploitation familiale, et tout simplement. Comment, Jean-Jacques, vous êtes tombé dans le monde agricole? Alors moi, je suis tombé dedans tout petit puisque mes parents étaient agriculteurs. Donc c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça, mais pas que. Pas que. C'est souvent ça, mais pour mon cas, moi, c'était ça. Donc mes parents étaient agriculteurs sur la même exploitation. Et puis, voilà, dès tout petit, je pense que je faisais du tracteur à pédale dans la cour de la ferme. Et puis, de fil en aiguille, du tracteur à pédale, on est passé au tracteur agricole. Et puis, voilà, j'ai repris l'exploitation il y a maintenant 25 ans, un peu plus de 25 ans même, les années passent. Et donc, voilà, on l'a fait. Mes parents l'ont fait évoluer. Moi, à mon tour, je l'ai fait évoluer. Et puis après moi, on verra qui prendra la suite et puis continuera un peu cette évolution et de faire progresser l'exploitation telle que ça doit être fait pour que l'agriculture finistérienne reste quand même quelque chose d'important et puis que les produits, la production laitière, en ce qui me concerne, soit toujours faite sur notre territoire et ça, c'est important. Emmanuel, même question, comment ça a démarré la ferme de Pendréo? Du coup, je suis la 3e génération, donc mes grands-parents, mes parents, et puis maintenant moi-même. Et donc, on est sur une exploitation de 125 hectares avec 100 vaches laitières. Donc, depuis un an, on est en agriculture biologique. On est 3 associés et un salarié. Et du coup, depuis 2016, en fait, ma conjointe s'est installée pour faire une production de crème glacée. Les glaces de Pendréo. Voilà. On en parlera. J'espère que tu en as ramené. Non. Elles auraient fondu pour tout à l'heure, d'ici tout à l'heure. Évidemment, on va parler culture. J'ai envie de dire, tout commence dans le champ, ou plutôt tout commence dans la terre, Jean-Jacques. Ouais, moi, j'ai souvent coutume de dire, l'expression, elle est très juste parce qu'un producteur de lait, moi, en ce qui me concerne, c'est avant tout un producteur de fourrage. Parce que notre métier d'éleveur, c'est avant tout de nourrir les animaux. Et le fait de produire la nourriture en propre sur l'exploitation, d'être autonome en termes de fourrage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est aussi la caractéristique de l'agriculture finistérienne, parce que la plupart, toutes les exploitations laitières sont autonomes en termes de production de fourrage, parce qu'une vache laitière, ça mange, c'est assez simple, hein, de l'herbe l'été quand il y en a, et du maïs ou d'autres fourrages conservés l'hiver quand l'herbe ne pousse pas, quoi, tout simplement. Emmanuel? Oui, nous, l'objectif sur l'exploitation, c'est d'être 100% autonome, quoi. Donc, on produit justement essentiellement de l'herbe. On a 90 hectares d'herbe, du maïs qu'on fait en fourrage et des céréales qu'on distribue aux vaches aussi. Bientôt 100% autonome, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quel pourcentage à peu près? On y est presque. Ouais, c'est vraiment c'est un petit peu de concentré azoté qu'on achète un tout petit peu l'hiver pour complémenter la ration, quoi, en fait, quoi. Bon, moi je propose une chose très intéressante, c'est qu'on va découvrir la ferme de Pendréo dans quelques instants, parce que valoriser les agriculteurs et les éleveurs de notre beau Finistère, c'est la raison d'être. AgriDays lance sa web-série Terre d'avenir. Des vidéos qui parlent de la vie à la ferme, de la fierté du métier, de l'amour des bêtes et de notre territoire, terre agricole de génération en génération. Et justement, comme je le disais, on va tout de suite découvrir le tout premier épisode, celui consacré à la ferme de Pendréo. On part directement à destination de Plogastel-Saint-Germain, c'est dans le sud Finistère. 「 Pendréo, 20 ans, 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 20
Alors sur l'exploitation, donc on a 100 vaches laitières, donc en agriculture biologique, et une partie du lait est transformée pour faire des glaces. Le moment préféré, c'est le matin, quand tout est calme, justement quand le panneau solaire se lève, c'est le début de la journée. Ici, on est à l'atelier de transformation des glaces de Pendréo, à la ferme de Pendréo. On voulait transformer une partie de notre lait pour être indépendant. Donc actuellement, on fabrique une quarantaine de parfums, donc à savoir des sorbets et des crèmes glacées. Donc pour les sorbets, on utilise des fruits entiers ou surgelés. Et puis pour les crèmes glacées, on utilise le lait bio et la crème bio de la ferme. Toute l'année, on fait des gâteaux glacés et au moment de Noël, on fait des bûches glacées et des verrines salées pour l'apéritif. 100% des cultures sont pour l'autoconsommation des bovins. Donc on fait des céréales, donc c'est pour les vaches, de l'herbe, du maïs, et elles ont des betteraves aussi. Donc on accueille le public, la ferme est ouverte à tout le monde. Et donc c'est vrai que de temps en temps on a des questions un peu marrantes. J'ai la différence entre du lait bio, non bio. Pour eux certains, une vache non bio, c'est une vache qui va jamais dehors, qui mange que du maïs. Alors qu'en Bretagne, toutes les vaches vont dehors, ils mangent de l'herbe. Pourquoi le bio? Parce que depuis mon installation, on passait de plus en plus à un système à l'herbe. On a réduit la part du maïs et au bout d'un moment, on avait tellement réduit qu'on s'est dit mais pourquoi pas aller maintenant chercher le prix bio qui est un peu plus avantageux. Et surtout, moi je ne voulais pas faire de traitement chimique sur les cultures, je voulais plus en faire. Donc maintenant on procède au binage. Et on voit que les rendements sont bien plus qu'on pensait en bio. De février à mi-décembre, donc on va tous les jours chercher de l'herbe au champ, qu'on ramène en plus à l'état pour qu'elles ont 80% d'herbe à manger dans leur journée. Elles sont le maximum dehors. Après, elles sont comme nous, hein. Quand il pleut, elles ont envie d'être à l'abri. Donc sur l'exploitation, on est 3 associés et 2 salariés, et on a 125 hectares et pour 100 vaches laitières. Il y a une centaine de vaches. Essentiellement Pie Rouge et il reste quelques Primostein. Là, on est dans la mini-ferme à Pendréo. Donc les clients peuvent venir voir les animaux autres que les vaches et les veaux. On a aussi des tracteurs à pédales qui sont mis à disposition pour les enfants. Et on fait des portes ouvertes avec des marchés au printemps, en été et à l'automne, tous les ans. Donc là, on arrive à l'entrée du labyrinthe de maïs qu'on a testé cette année. Oui, c'est sympa. Et puis les gens sont curieux, ils ont hâte de savoir. Il y a beaucoup qui ressortent par l'entrée, puis on leur dit non, c'est pas là la sortie. C'est très positif le monde agricole quand même. On est dehors, on est en contact des animaux, et il y a quand même une très grande partie de la population qui nous apprécie quand même. Mais quelle belle web série. Moi, ça me donne envie d'aller découvrir ta ferme, Emmanuel. On a l'air de bien s'y sentir. Ça paraît tellement zen. Ah oui, oui. C'est le cas? Oui, oui. Ah oui, on est bien là-bas. J'ai envie d'aller voir tes bêtes, j'ai envie d'aller dans la mini-ferme, j'ai envie d'aller déguster les glaces, Ah ouais, je le surtout. disais tout à l'heure. C'est un petit bonheur Oui, que, oui. que vous avez réussi à créer. Bah ouais, puis surtout que on voit les consommateurs directement à la ferme, quoi. Donc directement, quand ils nous disent c'est vraiment bon les produits que vous faites, ça nous remotive encore plus à chaque fois. Ça nous encourage et puis on veut continuer, quoi. Les consommateurs à la ferme, c'est depuis la création des glaces de Pendréo. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est depuis 2016 en fait, quoi, où la ferme est ouverte au public dès que sur les horaires d'ouverture. Donc les gens, c'est visite libre, ils peuvent visiter intégralement la ferme, la traite, voir les petits veaux, les animaux. Et depuis l'été dernier, on a fait un labyrinthe dans le maïs aussi. Bon, parlons culture. Elle produit quoi
cette ferme? On disait tout à l'heure quasiment 100% de production pour l'autoconsommation des bovins. Mais qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui pour donner à manger aux bovins? Il y a plein de monde en direct, il y a certainement des enfants. Il faut que le langage soit adapté, bien sûr, que les enfants comprennent aujourd'hui comment fonctionne un élevage, comment fonctionne une ferme. Bah, déjà, c'est assez simple avec les vaches parce que c'est un herbivore, donc il faut de l'herbe, donc essentiellement du pâturage. Donc l'herbe, c'est une culture assez simple à avoir quand même. Après, quand l'herbe ne pousse pas l'hiver, il faut forcément avoir on conserve donc de l'ensilage d'herbe, donc de l'herbe qui est ensilée, et du maïs. Et donc du coup, il faut qu'on produit, nous, sur l'exploitation, 15 à 20 hectares de maïs fourrage. Et on met aussi des betteraves fourragères, qu'elles ont ça 4 mois pendant l'hiver. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi de l'ensilage? Alors du coup, comme le maïs, on voit la plante, on la coupe en petits morceaux et puis on la conserve dans des silos couloirs. On va tout définir, tout au long de la journée, on va tout définir pour que tout le monde comprenne. Ouais, et donc tout c'est broyé, puis du coup ça fermente et on appelle ça du maïs ensilage justement, où les vaches elles aiment bien ce produit-là, c'est un produit riche en énergie. Ferme bio, on l'a dit depuis un an. Comment s'est passée la bascule du conventionnel au bio? Qui en a eu l'idée d'ailleurs et pourquoi? Alors déjà ça a commencé, donc ça fait 10 ans que je suis installé. Et il y avait les vaches pâturaient quand même, mais on était essentiellement à la culture du maïs. J'ai fait jusqu'à 38 hectares de maïs ensilage. Et au fur et à mesure, les années, on a commencé à augmenter la part de l'herbe. On avait même du coup investi dans une remorque qui va chercher de l'herbe. On peut aller chercher de l'herbe au champ pour l'emmener à l'étable aussi, en plus. Et donc, on a réduit la part du maïs. Après, il y a des aides européennes qui nous ont poussé un petit peu à aller vers l'herbe aussi. Et puis, on s'est rendu compte que économiquement, c'était favorable. On achetait moins de concentré, qui a quand même un gros coût sur l'exploitation, donc de l'aliment transformé. Et du coup, ça fait 3 ans maintenant où j'y mais on est presque prêt au bio, quoi. Il ne reste plus que quelques traitements chimiques qu'on pratiquait. Mais il faut autant franchir le cap et y aller, quoi. Donc, j'ai convaincu mes associés, salariés, et puis on y est parti, quoi. Ça a été une évidence pour tout le monde? Oui. Après, il y a mes parents, enfin mes associés, c'est mes parents, et eux, ils ont fait une génération où il fallait faire plus quand même du volume. On a cherché à faire, et nous, on disait, non, si on peut faire moins et de meilleure qualité, on essaie de le faire. Donc, mais oui, en 6 mois, tout le monde était convaincu, et depuis, personne ne le regrette. Jean-Jacques, un premier regard sur la vidéo qu'on a vue ensemble. Est-ce que tu entends de la bouche d'Emmanuel? Moi, je trouve ça super. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que voilà, on est tous les deux, on fait le même métier et on le fait différemment. On le fait différemment, et c'est aussi l'agriculture finistérienne, bretonne et même française. Il y a plusieurs manières de produire du lait, plusieurs manières de travailler, et c'est aussi ça qui fait l'attractivité de notre métier. Parce que finalement, chacun doit être à l'aise dans son système et bien dans ses bottes. Et c'est comme ça que le quotidien, il se passe le mieux possible. Et au final, je pense que cette notion de produire, on parlait tout à l'heure du lien avec le sol, pour moi, il y a quelque chose aussi que je tenais à souligner dans ce que disait Emmanuel, c'est quand on parle de fourrage, et puis d'herbe notamment, on est ici quand même dans le Finistère, quoi. Il pleut quand même pas mal, environ 1000 mm par an. Donc on a un climat qui est doux, qui est tempéré, qui est super favorable à la pousse de l'herbe. Et c'est un atout incroyable, quoi. Et moi, j'entends souvent des gens dire la dernière région de France où il restera des vaches qui broutent de l'herbe, ça sera dans le Finistère, quoi. Et ça, faut l'avoir à l'esprit. Et c'est avant tout, c'est la base de l'alimentation des animaux. Et c'est aussi, pour nous, je pense, une fierté de travailler dehors. C'est aussi la qualité de vie au travail. On n'est pas enfermé. Hein. Nous, on travaille. On l'a bien vu dans la vidéo. Hein. Emmanuel, il est dehors du matin au soir. Et moi, c'est pareil. Hein, et avec nos animaux qui sont dehors quand il fait beau. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, où ça souffle un petit peu. Toi, tu n'as jamais pensé passer au bio? Non. Oui et non. Parce que de toute façon, un agriculteur, il est en réflexion permanente sur son système. En réflexion permanente. Et moi, j'ai fait un choix un petit peu différent parce que, comme je disais, il y a plusieurs façons de produire. J'ai toujours axé ma réflexion sur le temps de travail, essayer d'optimiser un peu la qualité, les horaires de travail. Parce que mon épouse fait un autre métier. On a essayé de combiner aussi, hein, parce que la traite, Emmanuel, ils sont nombreux. Hein. Moi, j'ai démarré, j'étais tout seul. Donc la traite le matin, le soir, c'est assez contraignant.
Donc c'est de là que je me suis dit, tiens, je vais robotiser la traite pour pouvoir avoir une certaine souplesse dans les horaires de travail. Bah, ça a fonctionné, hein, j'en suis super satisfait. Après, donc, l'exploitation s'est un petit peu agrandie. Donc j'ai Erwan, mon salarié, qui est arrivé à mes côtés. Et là aussi, je me suis dit, bah, finalement, la traite robotisée pour le salarié, c'est super intéressant parce que ça lui permet quand même d'avoir des horaires de travail. Voilà, il fait 8h midi, 14h, 17h. Ça lui permet de s'occuper de ses enfants avant de venir au boulot, d'avoir aussi, de refaire la même opération avec ses enfants le soir en rentrant du travail. Et ça, je pense qu'on a besoin en agriculture d'attirer des jeunes à nos côtés, que ce soit des jeunes agriculteurs pour s'installer ou des jeunes pour être salariés à nos côtés. Et je pense que cette notion-là de temps de travail et puis de flexibilité dans les horaires de travail, elle est importante. Moi, c'est un peu ce qui m'a motivé dans la mise en place de mon système. Mais voilà, maintenant, je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je suis agriculteur. Alors, on va dire qu'il m'en reste 10-15. Le bio, c'est un sacré challenge. Hein. Mais c'est un sacré challenge et pourquoi pas. Justement, petite question pour que tout le monde comprenne. Comment on pourrait faire aujourd'hui et parler aux plus jeunes de la différence entre le bio et le conventionnel, Emmanuel? La différence, c'est... Ça paraît simple, mais c'est assez compliqué quand même comme question. Hein. Il y a... du coup, il n'y a plus de traitement, tout ce qui est phytosanitaire, de produits chimiques qu'on ne met plus sur nos cultures, de l'engrais chimique. Tout est à base de matières organiques naturelles pour la fertilisation des terrains. Même sur les vaches, niveau santé, on travaille beaucoup plus à l'homéopathie. Bien sûr, après, elles sont comme nous, hein, quand elles sont vraiment malades, on leur donne un antibiotique s'il le faut. Mais sur les cultures, c'est uniquement que si je mets, c'est des produits naturels, quoi. Jean-Jacques, agriculture conventionnelle, mais très souvent raisonnée. Ouais, alors, juste quand même, parce que, par exemple, moi, je fais 60% de l'alimentation des vaches laitières, c'est de l'herbe, 40% du maïs. Mais sur la production de fourrage, par exemple, je prends un exemple, je mets 0 engrais. C'est uniquement les engrais de la ferme, les fumiers, les lisiers, les déjections des animaux qui servent à fertiliser, les cultures. Donc, on a bien là une boucle. Hein. Les animaux, ils mangent la nourriture qu'on produit pour eux. Et puis, leurs déjections servent à fertiliser les sols. Après, la différence, c'est que voilà, nous, quand une culture sera malade, Emmanuel, il va chercher un système pour la traiter de manière en agriculture biologique, qui aura des fois aussi une efficacité assez limitée et une perte de rendement potentiel. Et de mon côté, moi, je vais utiliser un produit qui va guérir la culture pour permettre de maintenir le rendement et d'avoir surtout suffisamment à manger pour les animaux, parce que je reboucle avec ce que je disais au début, l'autonomie, c'est un élément important. Et si jamais, moi, je devais acheter de la nourriture, j'en avais pas assez chez moi, et que parce que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai aussi moins de surface que chez Emmanuel. Donc, si je devais acheter de la nourriture, économiquement, mon système, j'aurais du mal à gagner suffisamment d'argent pour payer les charges de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner malgré tout. Une question qui nous est posée sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. C'est Gwen qui nous regarde. Je pense que c'est la même personne depuis tout à l'heure qui pose énormément de questions. Gwen qui voudrait savoir qu'est-ce que c'est, puisque j'ai employé le terme tout à l'heure, qu'est-ce que c'est de l'agriculture raisonnée? Alors, qui veut répondre? Emmanuel. Vas-y. Raisonner, c'est c'est pas systématique, quoi. Tous les traitements, c'est pas du systématique. On peut s'en passer. Donc du coup, on utilise moins de produits. C'est plus ciblé, quoi. S'il y a une maladie, s'il y a une maladie sur une culture, on va vraiment traiter avec ce produit-là. Puis voilà, on va pas faire tous les parcelles ou voilà, quoi. Voilà, j'espère que ça a répondu, Gwen, à la question. On va reparler culture et justement ton passage au bio et le traitement des cultures. Quand tu es passé au bio, il a fallu repenser la façon de cultiver. Déjà, c'est que ce qui est culture de l'herbe, c'est assez simple, parce que de toute façon, l'herbe, c'est comme une pelouse en jardin, ça pousse assez facilement. Mais ce qui était maïs, oui, il a fallu investir dans du métal pour biner, parce que il faut nettoyer les saletés, et puis on va pas faire la main, donc c'est mécanique. Donc on a investi dans du métal de binage. Et on a changé un petit peu, je prends pour le maïs. En fait, dans les champs, le maïs est semé essentiellement à 75 cm d'interrang. Et nous, on est passé à 50, et donc il y a moins d'espace entre les plantes, et c'est plus difficile pour la saleté à se mettre en place, quoi.
Et puis après, du coup, on fait 3-4 binages. Et jusqu'à présent, ça fait 2 ans et j'ai réussi à avoir des rendements très très corrects en bio, même bien plus qu'on ne pensait par rapport au conventionnel. Jean-Jacques, une réaction? Ouais, ma première réaction, c'est. Je pense tout à l'heure, avant le plateau, là, on parlait de là où on était à l'école d'agriculture. C'est de dire que tous les agriculteurs, ils sont super formés, quoi. On a vraiment un niveau de formation dans la région et en France qui est au top. Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, il disait, voilà, on est amené tous les jours à faire des choix. Voilà, est-ce que là, cet animal, est-ce que ça nécessite un traitement avec des médicaments pour le guérir? Bon, bien sûr, on est accompagné avec des vétérinaires. C'est exactement pareil pour les cultures. Quand il y a un problème sur une culture, qu'est-ce que je fais? Et puis, vous n'aurez pas de mal à comprendre que des fois, il faut réagir assez rapidement. On n'a pas 15 jours pour se dire bon sang, comment je vais m'y prendre? Non, c'est des décisions qui doivent être prises rapidement avec derrière des enjeux importants. Donc, cette notion de formation, là, elle est importante. Et la formation, bien sûr, à l'école, on en parlait tout à l'heure, mais aussi après, tout au long de notre carrière, de se former, de continuer à apprendre et puis à apprendre des nouvelles techniques. Parce que moi, quand je me suis installé, il y a des techniques que j'utilise aujourd'hui de production qui n'existaient pas à l'époque. Donc, j'ai continué à me former pour essayer de faire évoluer mon exploitation agricole au gré des innovations qui nous sont proposées. Justement, toutes ces techniques, elles vous permettent de prendre soin de vos sols, d'aller faire de l'analyse. Comment ça se passe aujourd'hui? Comme tu disais, ça a énormément évolué. Comment vous prenez soin de vos sols avec, par exemple, du binage, mais aussi l'intervention parfois de nouvelles technologies? Oui, nouvelle technologie, je connais un petit peu moins, mais après, le sol, il faut toujours l'entretenir. On est en Bretagne, il faut toujours faire un apport de chaux. Il faut que le pH soit très bon. Puis il faut toujours apporter de la matière organique. Il faut toujours le nourrir. C'est pour qu'on ait des rendements en culture, il faut qu'on lui ait bien donné à manger, quoi. Après, maintenant, il y a des nouvelles technologies où tu connais un peu plus pour améliorer le rendement, quoi. Ah oui, la base, elle est là. Nourrir le sol pour nourrir les animaux. Manuel, quand il a dit ça, il a presque tout dit. Très bien ça. Et après, forcément, il y a des nouvelles technologies qui nous aident aussi. Tout à l'heure, tu parlais d'agriculture raisonnée. Moi, j'aime bien dire que l'agriculture raisonnée, c'est quelque part produire autant, sinon plus, parce vous entendez les uns et les autres que bientôt, on va être 9 milliards sur Terre. Ces gens-là, il va bien falloir que quelqu'un les nourrisse. Nous, l'agriculture finistérienne et bretonne, on a ce challenge à relever aussi, puisqu'on est une région agricole importante. Donc, nourrir autant, sinon plus de personnes, en produisant avec moins d'intrants, quoi, en utilisant moins de produits de synthèse, en utilisant moins, et donc en utilisant au mieux notre capital. Et le premier capital, c'est bien le sol. Et vous en prenez soin du sol. On a peut-être qu'il est là, Frédéric Quinquis, qui va nous rejoindre peut-être dans quelques instants. Il va être en visio, l'élevage du créache à Pummerit. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ça va? Très content que tu nous rejoignes. L'élevage du créache à Pummerit, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton exploitation, s'il te plaît? L'exploitation, c'est une exploitation de 230 truies en sélection porcine. Et on a 170 hectares de culture. 170 hectares. Oui, je t'en prie, continue. Oui, les cultures sont. On met une vingtaine d'hectares de blé, de triticale, d'orge, du maïs, du colza, du tournesol. On a une petite vidéo qu'on va peut-être pouvoir diffuser dans quelques instants, un petit bout de la web-série Terre d'avenir pour découvrir un petit peu ton exploitation et la façon dont tu travailles tes cultures. On découvre cette vidéo dans quelques instants et on se retrouve pour en discuter avec vous trois dans quelques instants. Donc, nous avons maintenant 230 truies et 170 hectares. L'élevage de porc, donc, c'est un atelier naissant-engraisseur avec de la sélection. Et la partie culture nous sert essentiellement à la fabrication d'aliments à la ferme. On n'a pas choisi d'être en agriculture biologique parce que, on aime autant travailler sur un produit plutôt conventionnel, mais avec une agriculture raisonnée.
raisonner sur les intrants, que ce soit en culture ou que ce soit sur l'utilisation d'antibiotiques en élevage. Donc, en termes de culture, on produit du maïs, blé, orge, triticale, du colza, du tournesol. Et voilà, et donc l'ensemble des céréales est stocké sur l'exploitation pour la fabrication des aliments. Par rapport à l'alimentation des cochons, on travaille avec des nutritionnistes. En fait, on répartit l'implantation de nos cultures par rapport aux besoins de nos animaux. Ensuite, on implante d'autres cultures pour des raisons de rotation, type colza, tournesol. On cherche à allonger nos rotations et à adapter notre système cultural pour utiliser le moins de pesticides derrière, quoi. On utilise également des photosatellites pour repérer si la culture a une quelconque maladie. Et donc, on interviendra en fonction de cette analyse, soit d'un technicien, soit de photosatellites. Pour la culture du maïs, on utilise uniquement nos effluents d'élevage. Donc, pareil, on analyse la quantité d'azote qu'on a dans notre mètre cube de lisier pour savoir la quantité de lisier à apporter à l'hectare en fonction du rendement potentiel de la parcelle. Et sur les céréales type blé et colza, on peut également faire des photosatellites également qui mesurent la biomasse ou la couleur de la plante et qui nous donnera la quantité d'azote à apporter également qui pourrait manquer. Et raisonner de précision, ouais. C'est du matériel important, donc c'est la raison pour laquelle il y a du matériel, on paye des prestations de services donc pour faire les photos satellites. Et ensuite, on n'est pas forcément équipé de tout le matériel pour les épandages, justement, mettre plus ou moins d'engrais dans une zone de la parcelle et moins dans l'autre. Donc, on fait appel à des prestataires de services. Raisonner de précision. Moi, c'est ce que je viens de retenir, Frédéric, de ce petit reportage. Il y a plein de choses, hein. Il y a énormément d'informations dans ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu et détailler un petit peu ta façon de travailler et de prendre soin du sol? Je vais revenir un petit peu à ce que mes collègues disaient tout à l'heure, c'est le besoin de se former en permanence, quoi. Parce que les formations qu'on a fait à l'école, que ce soit les cultures ou l'élevage, ça évolue et les nouvelles technologies apparaissent au fur et à mesure aussi du temps. Et donc, le besoin, c'est de se former, s'informer et C'est-à-dire que pour ta part, tu fais des formations tous les combien de temps? C'est régulier? C'est beaucoup de lectures. D'accord. Des magazines spécialisés? Voilà. Magazines spécialisés en culture et en élevage. C'est le cas pour toi aussi, Emmanuel? Comment ça se passe? Comment tu te formes? Comment tu t'es formé? Comment tu te formes aujourd'hui? Les formations, moi, c'est au jour le jour aussi, quoi. On apprend au fur et à mesure que ça avance le temps. Mais on a des techniciens qui viennent sur les exploitations. Puis on regarde aussi comment font les autres, un petit peu, quoi. Il y a toujours, dans chaque ferme, il y a toujours un point positif. Et dans chaque ferme, il y a des points négatifs. Mais on va toujours prendre le point positif. Tiens, celui-là, il fait comme ça. Donc pourquoi je vais peut-être essayer. Et on avance comme ça. Et puis en prenant que les bonnes choses, ça va dans le bon sens. J'ai envie de revenir sur les photos satellites dont tu parlais, Frédéric, tout à l'heure dans le reportage. Ça apporte quoi, ces photos satellites? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux l'expliquer simplement aux jeunes qui sont en train de nous regarder sur ce live et qui peut-être vont partir sur une carrière agricole dans quelques années? Enfin, les photos repèrent les couleurs si je prends par exemple le blé, vont prendre la couleur de la biomasse, de l'avancement de la culture. Et en fonction de ces couleurs-là, soit ça va être, on va chercher à apporter plus ou moins d'engrais dans la parcelle. Donc, on apportera de l'engrais là où il y a du potentiel, là où il n'y en a pas, on ne va pas en apporter. J'ai entendu biomasse. Il y a cette raison-là. Et puis, il y a la seconde raison, c'est par rapport aux maladies qu'il peut y avoir. Donc, pareil, s'il y a une couleur qui apparaît, ça peut être telle maladie, on va pulvériser un produit pour guérir la plante dans cette zone-là. Tu parlais de la biomasse, mais c'est quoi la biomasse? La biomasse, c'est la culture qui grandit.
c'est le développement de la culture. Plus la culture est développée, plus il y a de la biomasse. Jean-Jacques, Emmanuel, c'est un terme qui vous parle, bien sûr, la biomasse? Ouais, mais il a tout dit, c'est la culture qui grandit. Donc chaque jour après jour, ça grandit et chaque jour, la vision qu'on a, elle est différente. Et après, notre œil, quand on regarde une culture, il ne peut pas distinguer à l'œil nu voilà, si dans tel endroit de la parcelle, il va manquer un petit peu d'engrais ou de nutriments pour la plante par rapport à un autre endroit. Et c'est là que l'image qui est prise par le satellite va permettre d'aller plus loin que l'œil humain. C'est ça qui est intéressant dans les nouvelles technologies, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin. Parce que depuis des années, tout à l'heure, on parlait de l'historique de nos exploitations. Mes parents, et puis les parents d'Emmanuel, pareil, et même ses grands-parents, parce que lui, il y a 3 générations, ils ont avancé avec les moyens qui étaient les leurs à leur époque. Maintenant, il y a des nouveaux moyens qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin, parce que l'agriculture a fait beaucoup de progrès. Et pour continuer à faire des progrès, je pense que souvent, je mets l'image d'une sangle avec des crans. Pour aller chercher des crans un petit peu plus loin, il faut utiliser des nouveaux outils pour être encore plus précis et essayer de faire mieux avec moins. Je reviens toujours à mon idée de faire plus avec moins. Et puis, pour terminer, dire que quelque part, on est dans quelque chose aussi c'est l'interaction entre des technologies et puis la nature. Parce que c'est aussi là, notre métier, on est au contact du vivant tout le temps. Et le vivant, on ne le maîtrise pas toujours. Parce qu'il y a des choses comme la météo, par exemple, ou les ravageurs qu'on ne peut pas prévoir. C'est comme ça. Ça fait partie aussi des aléas. Et je crois qu'une des choses que moi j'aime bien dans mon métier, c'est de se dire le matin, quand on se réveille, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Bon, des fois, il y a des trucs pas terribles, comme dans tous les métiers, mais n'empêche qu'il y a vachement plus de trucs super sympas qui se passent, et puis de nouvelles choses à découvrir, et puis de nouvelles pratiques culturelles à mettre en œuvre. Emmanuel, on parlait tout à l'heure avec Frédéric du carbone, des taux de carbone dans le sol. Comment tu fonctionnes, toi, vis-à-vis de ça? Tu fais des analyses de temps en temps? Comment ça se passe? Là, non, maintenant, je fais quand même moins d'analyses qu'avant, parce que tous les ans, on entretient pareil les terres. On fait une rotation pour entretenir les terres avec la chaux. Après, maintenant, en bio, non, je fais moins qu'en conventionnel, quoi. Après, moi, en culture bio, c'est surtout nous, c'est les rotations, quoi. En fait, on tourne toujours, par exemple, quand c'est en herbe, ça dure entre 3 et 5 ans, l'herbe. Et après, on met une année de maïs, une année de céréales, et puis ça retourne 3-5 ans en herbe. Et je tourne toujours comme ça, quoi. Donc après, non, je ne fais pas d'analyse. Frédéric, toi, c'est quoi? C'est la technologie, c'est la culture qui t'a amené à la technologie? C'était évident pour toi de basculer sur la technologie, sur ces technologies que tu utilises, ou ça a été compliqué pour toi? Compliqué, non. L'envie, le challenge, les défis de demain. Voilà. Tu parlais dans la vidéo de tes analyses de taux de carbone dans le sol. Comment ça se passe exactement? Est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui nous regardent comment se passent ces prélèvements? Où sont faites les analyses? Quel est le temps que ça prend? Et comment tu réagis pour corriger ces taux s'ils sont trop élevés ou trop bas dans le sol, justement? Alors, il y a il y a le niveau de pH. Donc ça, c'est une analyse qu'on fait. On analyse un échantillon de terre. Et puis, à l'issue, on va soit apporter du sable ou de la chaux, voilà, pour remonter le pH. Après, il y a les besoins en effluents d'élevage pour la culture, les besoins en azote, les besoins en nutriments. Et ça, pareil, en fonction du rendement potentiel de la culture, on sait que pour faire X tonnes, il y a besoin de tant de nutriments. Et on va apporter l'équivalent en nutriments par du lisier ou du fumier. Les effluents d'élevage, c'est bien sûr ce qu'on appelle communément le lisier. Ou fumier. Ou le fumier, tout à fait. Jean-Jacques, oui, une réaction? Ouais, quand on parle de carbone, c'est vrai que c'est quelque chose, un débat qui est de société presque maintenant. On parle souvent de stockage de carbone par rapport au réchauffement climatique et tout ça, et c'est normal, hein, c'est important. Et je crois que l'agriculture, c'est aussi une solution à tout ça, puisque tout à l'heure, on parlait de l'herbe. L'herbe, c'est un formidable stock de carbone, quoi. L'herbe stocke le carbone. Donc, et souvent, on a un énorme avantage en Bretagne par rapport à d'autres régions de France. Je crois que c'est d'avoir de l'élevage, parce que qui dit élevage dit
de la pâture, de l'herbe, pour stocker le carbone, et puis des déjections aussi pour avoir ce que j'appelle moi un cycle vertueux sur lequel on a échangé tout à l'heure. On nourrit notre sol avec les déjections, le lisier, les fumiers des animaux. Et ça, l'agriculture, c'est bien. Faut que le grand public, puisqu'on s'adresse au grand public, ils aient en tête que l'agriculture, telle qu'on la pratique chez nous, par rapport à ces problématiques de stockage de carbone et derrière ça, le réchauffement climatique, c'est une solution. C'est un début de solution aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui et qui sont aussi celles de demain, puisqu'on a une dernière caractéristique qui est commune à tout ça, c'est que nous, on travaille sur un pas de temps qui est très long. Très, très long. Par exemple, un agriculteur, et l'histoire du carbone aussi, c'est très, très long. Quand on parle de réchauffement climatique, on est sur des échelles de temps qui sont très, très longues. Mais par exemple, un agriculteur, quand il produit des cultures, il ne peut pas se permettre trop de fantaisie, parce qu'on dit qu'une carrière professionnelle, c'est 40 ans, on va dire ça pour faire simple. Un agriculteur, il va semer 40 fois du blé. Pas une fois de plus, pas une fois de moins. Il faut 1 an pour faire du blé. Donc, le cycle, il est très long. Donc, voilà, faut pas se tromper. Faut pas se tromper, parce que si on se trompe après, il y aura pas assez à manger pour tout le monde. Et là, les problèmes commencent. Emmanuel, une réaction là-dessus? Bon, après, on n'aura pas à manger pour tout le monde. Après, en France, je pense qu'on fait quand même la meilleure agriculture du monde, c'est ce que je dis à chaque fois. En Bretagne, elle est encore meilleure. Mais on fait des très bons produits, les meilleurs produits du monde. Comment toi tu as choisi tes cultures pour alimenter tes bêtes? Il y a beaucoup d'herbes, ça tu nous en beaucoup parlais d'herbes. tout à l'heure. Donc après, on a plusieurs variétés d'herbes, parce qu'il y a donc il y a trois types d'herbes. Donc on appelle ça le raie gras anglais. Il y a du hybride et du italien. Donc le raie gras anglais qui a une pérennité plus longue, qui est l'idéal pour le pâturage. Tout ce qui est hybride italien, c'est plus pour faire de la fauche, du foin. Donc voilà. Donc on a 3 sortes. On travaille beaucoup avec du trèfle, parce que le trèfle, il capte l'azote dans l'air et redistribue par ses rhizomes, par ses racines à l'herbe. Et donc, ça apporte de l'azote naturellement. Donc, souvent, moi, tout est associé à 30% de trèfle. Et puis, après, le maïs, c'est les cultures pour l'hiver, quoi. Puis, si jamais l'été, il n'y a pas d'herbe qui pousse non plus, après, c'est comme vous, si vous avez une pelouse, vous voyez bien que l'été, s'il fait sec, ça ne pousse pas. Donc, les vaches, pareil pour les pâtures, elles n'ont pas à manger non plus. Donc, on a les cultures de conservation, donc ce qui est l'herbe et le maïs, quoi. Et les betteraves, surtout l'hiver, où c'est un peu leur bonbon, on va dire, aux vaches, quoi. L'un de vous, ou peut-être les trois, vous utilisez des cultures anciennes. Je veux parler peut-être de blé noir, de lin, de chanvre. C'est le Frédéric, non? Le blé noir, j'ai tenté. Mais ça n'a pas été une réussite, a priori. Économiquement, vaut mieux mettre autre chose. C'est clair. Du lin non plus, du chanvre non plus? Non. Je cherche à produire, à alimenter tout ce qui sert à nourrir mes cochons. Donc, on a une base en énergie et en protéines. Il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Là, c'est plutôt une raison économique. Oui, et économique, oui. La finalité est de produire ce qu'on a besoin pour nos animaux. Voilà. On aurait pu chercher à diversifier plus, mais après, on devra racheter des céréales, donc ça ne nous avance pas plus. Après aussi, c'est qu'on met 1 an à faire une culture, donc on a toujours envie d'essayer, mais si c'est raté, quoi. Donc économiquement, on perd pas mal. Mais j'ai essayé en conventionnel du soja, et on dit que c'est que américain, mais en fait, ici, j'avais réussi à l'avoir en graines, quoi. Ça se ramasse en septembre, et on peut venir. Mais est-ce qu'il y a une volonté vraiment politique d'avoir du soja en France? On ne le sait pas, parce que ça peut très bien marcher, quoi. Jean-Jacques? Chez nous, là-bas, je dis chez nous, parce que dans le Nord Finistère, on a... moi, j'ai moins de surface, parce qu'on a aussi... c'est une chance aussi, on a une densité d'exploitation. Moi, sur ma commune, on est presque 60 ou 70 agriculteurs. Donc, c'est quand même important. C'est aussi une activité économique importante. Donc, forcément, on n'a pas de très, très grandes exploitations. Donc, moi aussi, ma priorité, c'est d'abord d'essayer de sécuriser l'alimentation de mes vaches laitières pour être sûr qu'elles aient à manger toute l'année. Parce que tout à l'heure, j'aime bien ta remarque par rapport au parallèle qui est fait avec la pelouse. Parce qu'une vache, c'est une tondeuse sur 4 pattes. Voilà, c'est comme une tondeuse, elle broute de l'herbe toute la journée. Sauf qu'en été, quand il n'y a plus d'herbe, pour un peu qu'il fasse un peu sec, il faut lui donner à manger quand même, quoi. Donc, et nous, c'est notre quotidien d'essayer on nourrit le sol, qui nourrit les animaux, et puis de là, on obtient
du bon lait. Et puis, il y a un élément qui est important quand on parle de la notoriété des produits bretons et finistériens. Moi, je livre mon lait pour faire des produits sous la marque Paysan Breton, quoi. Donc, je crois qu'on doit être aussi dans le Finistère fiers des marques qui sont attachées finalement à notre territoire et aux produits qu'on fait. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Une bonne alimentation fait un bon lait. Tout à fait. C'est sûr. Vous voyez la différence dès qu'il y a un changement d'alimentation sur une vache, changement de lait, changement de taux de matière grasse dans le Ouais, lait? De suite, ouais. Même on entend souvent quand on fait les chantiers en silage chez les collègues, ah bah tiens, le nouveau maïs cette année, le lait est plus riche, hein. Et ça dépend qu'est-ce qu'il a eu quel climat il a eu, quoi. Mais après, même l'herbe de printemps, les vaches vont donner plus de lait. Quand je donne des betteraves, le lait sera quand même beaucoup plus gras. Et puis après, le lait, il suit aussi les saisons, quoi. À l'automne, il sera toujours plus riche et moins riche au printemps, quoi. Il y a la race de la vache qui fait la différence, mais il y a aussi l'alimentation. C'est le cas aussi chez toi, Frédéric? Tu m'as pas entendu. A priori, tu nous entends pas. Jean-Jacques, si tu veux réagir. Ouais, quand il parle du maïs, le maïs, c'est un peu comme le vin, il y a des millésimes. Il y a des années bof, et puis quand c'est bof, il n'y a pas trop de lait avec, ou alors il y a moins de protéines ou moins de matière grasse, puis il y a des années où tout roule, quoi. Et ça, et le millésime, c'est comme le vin, c'est exactement pareil. Et le millésime, il est excellent si le climat a été sympa avec nous, quoi. S'il n'y a pas eu ni d'excès, ni dans un sens ou dans l'autre, ni trop d'eau, ni pas assez d'eau, ni trop de ceci ou trop de cela. Et on aura beau, on parle souvent d'engrais, de traitements, de produits, tout ça, de variétés, de semences. Le premier facteur qui va faire qu'on ait de la bonne nourriture pour nos animaux et que les cultures soient belles et puis de qualité, c'est le climat. C'est le premier. C'est vraiment le sol, le climat, c'est la base. Le reste, c'est de la poudre qu'on met par-dessus pour essayer d'ajuster. Mais voilà, c'est bien. Le b.a-ba, il est là. Hein, si on veut des fois reprendre l'expression, remettre l'église au milieu du village, c'est bien ça. Hein. On a une question qui nous vient par Facebook, et Facebook, on va aller le voir dans quelques instants. C'est Solène, je ne sais pas qui va répondre, Frédéric. Solène qui nous demande qu'est-ce que c'est du triticale? Triticale, c'est un vieux blé. C'est un peu comme, c'est des anciennes variétés de blé qu'on retrouvait en Bretagne. C'est un mélange de blé et seigle, non? C'est un hybride entre le blé et le seigle? C'est bien ça? Oui, voilà. Moi, je le privilégie sur une partie de mes terres parce que le potentiel n'est pas exceptionnel en termes de blé. Donc, j'apprends du triticale. Et qui va très bien dans la ration après avec du maïs. Et pour revenir par rapport à... Nous, on remarque moins les qualités de céréales d'une année sur l'autre parce qu'on a une ration qui est très diversifiée, quoi. On n'a pas comme en herbe où ils vont donner peut-être 80% de la ration, ça va être de l'herbe. Nous, c'est au maximum 50% de maïs et après, ça va être du blé, de l'orge, du soja. Donc, c'est beaucoup plus diversifié. Allez, je vous parlais qu'on a des questions qui arrivent en direct sur Internet. Vous pouvez continuer à nous les poser. Et justement, on va vous faire un petit peu, pendant quelques instants, si vous le voulez bien, découvrir un petit peu les coulisses de ce live AgriDays et vous montrer que ça arrive en direct. Je vais me déplacer aussi pour aller voir un petit peu cela. Et cette émission, ce live est possible avec toute cette équipe technique. Et justement, est-ce qu'on a une question qui arrive sur Facebook en ce moment ? On a des petites choses. Alors, bonjour. On avait une question sur comment on fait le labyrinthe. C'est une petite question technique. Ah, c'est une question technique. On va repartir sur le plateau, voir Emmanuel. Emmanuel, comment tu plies ton maïs pour organiser ce labyrinthe à la ferme de Pendréo? Alors, est-ce qu'il faut dévoiler le secret? Mais... Faut le dévoiler, c'est obligatoire, là, faut le dévoiler. En fait, avant qu'on fasse un labyrinthe, on a visité plusieurs fermes qui en font dans d'autres régions. Et certains en conventionnel, c'était facile, hein, ils faisaient le chemin avec le produit du glyphosate. Et voilà. Avec moi, du coup, j'ai pris le tracteur tondeuse. Le maïs était haut de 10-15 cm. Et puis, j'ai tondu le maïs, quoi. J'ai fait des chemins. Puis après, j'ai dit à 2-3 personnes d'essayer. Et puis, c'est un peu trop simple. Donc, j'ai refait encore tracteur tondeuse. Et puis du coup, ça l'a fait comme ça, quoi.
Mais après, quand on coupe, quand il fait 20 cm de haut, en fait, on se dit, c'est beaucoup trop facile, on va pas se perdre dedans. Mais quand après, le maïs, il fait 2 mètres de haut, ouais, les gens, ils trouvaient pas la sortie. J'avais fait trop compliqué pour la première année. Bon, on a vu de belles images de drone avec ce labyrinthe. Maintenant, je connais la sortie, je sais où elle est. J'espère que ça sera le même dessin l'année prochaine quand même. Ça sera un petit peu plus facile pour moi. Important d'accueillir des gens comme ça sur la ferme et de leur parler de vos modes de culture. Emmanuel? Ouais, moi, je trouve que le monde agricole s'est vachement refermé sur lui-même il y a plusieurs années. En fait, on montrait plus au public comment c'était dans une ferme. Et c'est normal, quand on voit que c'est interdit, tu te demandes qu'est-ce qui se passe derrière. Et dans notre secteur, je pense comme pareil un peu partout, on fait quand même de plus en plus de fermes ouvertes. Et il faut que le public revienne voir la réalité sur le terrain. Parce que c'est pas en regardant à la télé comment, une vidéo d'une ferme qui est soit high-tech ou soit on voit souvent où c'est de la boue partout. Non, les 3/4 des fermes, elles sont toutes visitables, en chaussures, il n'y a pas de souci, ou c'est pas robotisé partout, ou pas informatisé partout. Mais les gens ont besoin de revoir les vaches, les veaux, voir comment on traite les vaches. J'ai toujours plein de questions, j'avais dit dans la vidéo. J'ai eu même encore il y a 15 jours, j'ai eu la même question chez Epoch, une vache avec 4 tétines. Et j'ai dit, mais c'est quand même dingue, c'est même les animaux faits en plastique, les petites vaches, on voit qu'ils ont 4 tétines. Et ils sont complètement déconnectés, quoi. Donc il est temps de remontrer la réalité, quoi. De voir. Jean-Jacques? Moi, j'habite pas très loin de Brest, on est à 10 km de Brest, et on fait régulièrement, notamment avec l'association, en partenariat avec l'association Agriculteurs de Bretagne, des portes ouvertes. Donc forcément, quand on ouvre une exploitation à proximité de Brest, c'est des fois 200, 300, 400, on a eu jusqu'à 500 personnes qui sont venues visiter. On fait des petits comment on appelle ça, des petits parcours pour qu'ils voient les différentes choses, qu'ils voient aussi quelque part le parcours de la production d'un litre de lait. Comme on l'a échangé avec vous, le départ du champ, l'animal, le lait dans le bac à lait, et puis le produit final avec des crêpes, des choses comme ça qu'on fait discuter. Et à chaque fois, c'est des journées super intéressantes et très, très riches d'échanges. Très, très riches. Et on a des gens, des fois, qui habitent, pour le coup, à 5 ou 6 km, ou des fois même à moins, à 1 km de l'exploitation, et qui sont super contents de voir ce qui se cache un peu derrière le talus, comme on dit chez nous, derrière la haie. Frédéric, toi aussi, tu accueilles à la ferme? Moi, c'est un élevage assez particulier, puisqu'on limite globalement, les élevages porcs s'ouvrent également. Mais moi, c'est un élevage de sélection sous RTP, donc on a un niveau sanitaire qui a été pointé. Et donc, ça demande que chaque personne qui rentre dans l'élevage prenne une douche, se change, on met les vêtements de l'élevage. Donc, c'est assez complexe. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu aurais aimé pouvoir accueillir aussi. Tu réagis comment face à ces agriculteurs, à tes collègues qui accueillent comme ça énormément et qui font découvrir leur façon de travailler? Il faut, alors que ce soit pour les spectateurs, là, les visiteurs, il faut absolument aller dans les fermes, justement, voir ce qui s'y passe. Et j'encourage mes collègues éleveurs aussi à ouvrir leurs fermes, parce qu'il faut absolument qu'on montre ce que l'on fait derrière ces murs, quelque part, parce que tous les animaux sont à l'intérieur, moi en élevage de porc. Mais voilà, c'est notre quotidien, c'est une réalité, et on fait un beau métier là, dans ces bâtiments, je trouve. Emmanuel, vous pouvez toujours aujourd'hui accueillir du monde, des visiteurs? Il y a certes les glaces de Pendréo, on n'en a pas beaucoup parlé des glaces de Pendréo. Vous accueillez donc à la ferme pour la vente de glace? Oui, même cette année, on est référencé ferme pédagogique même d'ailleurs. Maintenant, on va accueillir des écoles, des groupes. Après, là, avec le contexte, c'est plus compliqué, mais on arrive toujours. Les gens, ils viennent. Jean-Jacques, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Un petit mot pour finir, pour conclure, sur ta façon de travailler, de cultiver. Ah, il n'y a plus de micro. Emmanuel, je vais te poser la question. Oui. Un petit mot pour conclure sur ta façon de travailler, de cultiver. Il y a plein de jeunes qui nous regardent. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire de ton métier aujourd'hui? C'est un super métier qu'on fait, et il y aura besoin de beaucoup de jeunes d'ailleurs, parce qu'il va manquer de bras dans le monde agricole, dans le milieu agricole. Et après, je suis en bio, il y a du conventionnel, il y a besoin de tout système. Moi, je soutiens tout système, parce qu'il y a besoin de tout le monde dans notre secteur. Mais ouais, il faut que le métier a changé aussi, le métier a évolué. On n'est plus
On arrive à avoir des horaires, on arrive à avoir un week-end de repos, on peut prendre des vacances. C'est plus comme avant où on bosse 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le monde a évolué et puis il faut que les jeunes se motivent qu'il y a des écoles qui sont prêtes à former, il faut y aller. Eh ben merci en tout cas à vous trois, Emmanuel, Jean-Jacques, Frédéric. Merci de votre participation à ce live du festival AgriDays. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout continuez à soutenir les agriculteurs et les éleveurs du Finistère. C'est essentiel pour notre territoire. Merci, à bientôt.